Juste derrière moi, c'est l'île principale de Taïwan. Encore 30 minutes de traversée, j'arrive au port de Keelung et ensuite 1 heure de train vers Taipei. Voilà, on y est. 2 continents traversés, 13 000 km parcourus et j'y arrive presque. Tout ça au coucher du soleil, c'est difficile de ne pas avoir une émotion. Jean-Marc Dejagère, journaliste du Figaro Voyage, avait quitté la France le 17 avril pour entamer un voyage solitaire, Paris-Taïwan en train essentiellement, et après avoir traversé le détroit de Taïwan en bateau, Jean-Marc Dejagère est arrivé sur l'île principale de Taïwan un mois plus tard et aussi au studio de RTI à Taipei. L'occasion donc de découvrir cette odyssée ferroviaire au micro de RTI avec Jean-Marc Dejagère comme invité de cette émission animée par François-Xavier Boulet et Meg Wang. Alors cette odyssée ferroviaire, comme l'invité aime à le décrire lui-même, est une véritable aventure en fait. Dans une bonne dizaine de pays, 13 000 km, le plus souvent en train avec une exception quand même notable à cause des contraintes géopolitiques notamment et de sécurité, car arrivé en Géorgie pour passer de l'autre côté de la mer Caspienne, aucun des 3 itinéraires terrestres envisagés n'était empruntable, si bien qu'il y a eu 800 km de fait en avion, 1 heure d'avion sur 13 000 km comme Jean-Marc Dejagère le dit, c'est presque une goutte d'eau dans l'océan ferré. Faire de Paris jusqu'à Taïwan en train, cela en sachant que Taïwan est coupé du continent chinois par le détroit de Taïwan. Ainsi, de manière générale, c'est pas une destination qu'on choisit forcément, immédiatement, en tant qu'un voyageur en train. Mais après un premier séjour réalisé début 2025, Taïwan était une destination qui s'imposait dans ses choix, comme il nous l'explique. Le voyage Paris-Taïwan en train, alors déjà, c'est un projet, moi qui suis amoureux du train, j'avais vraiment envie d'aller le plus loin possible en train depuis Paris. Donc quand on regarde une carte, le plus loin, à l'ouest, c'est compliqué, il y a l'Atlantique. Au nord, le maximum, c'est en Norvège, où je suis déjà allé en train, au cercle polaire arctique. Au sud, on est un peu limité, parce qu'après le désert, c'est un peu compliqué d'aller au-delà en train. Donc j'ai tourné mon regard vers l'est. Et vers l'est, ça tombe bien, on peut aller au maximum jusqu'à la côte chinoise. Et ensuite, on peut encore poursuivre au-delà, en allant en Corée du Sud, au Japon. Et mon choix s'est porté sur Taïwan, parce que c'est un pays que j'ai découvert l'année dernière. Du coup, en janvier 2025, je suis resté 3 semaines. Et j'ai eu un coup de cœur absolu pour le pays. Et je voulais absolument en faire ma destination finale de ce voyage. Ce périple, en fait, j'ai décidé de le faire parce que là, je suis actuellement en congé sabbatique. Et à cette occasion, j'avais le temps de faire ce trajet. Je me suis dit, allez, il faut y aller. Une aventure en terre inconnue, mais pas en destination inconnue donc, puisque Taïwan faisait partie des différents pays que Jean-Marc Dejagère a visités lorsqu'il a préparé un livre paru chez Voyage Gallimard le 24 avril 2025 sous le titre « En train en Asie, 22 itinéraires sur les rails ». Et si Taïwan faisait partie des pays que Jean-Marc Dejagère visitait pour préparer ce livre, en réalité, le chapitre sur Taïwan qui vient clôturer ce livre s'est rajouté par la suite parce qu'il n'était pas prévu au départ. Une belle surprise plutôt qu'il voulait revivre. La première fois que je suis venu, donc en janvier 2025, j'ai eu un coup de cœur absolu pour le pays. C'est-à-dire que je voyage beaucoup, mais jamais un pays m'a autant happé et subjugué. Quand j'ai quitté Taïwan, quand j'ai repris l'avion pour entrer à Paris l'année dernière, j'ai ressenti une tristesse, j'ai même eu les larmes aux yeux, ce qui m'est jamais arrivé en quittant un autre pays. Et c'est pourquoi j'ai voulu revenir à Taïwan. Alors déjà, on ne peut pas arriver à Taïwan en train, évidemment c'est une île, mais j'ai voulu finir un peu en beauté, c'est-à-dire cerise sur le gâteau, c'est-à-dire je prends le train le maximum, le plus loin possible, donc en l'occurrence la côte chinoise, et de là, je me suis dit, prendre un ferry, d'arriver à Taïwan par la mer, ça doit être une expérience extraordinaire. Et en effet,
qu'en plus, avec les horaires font que je suis arrivé au coucher du soleil depuis les îles Matsu. Donc, je suis parti à 10h, je suis arrivé à 18h donc à l'île principale, à Keelung. Et grâce au petit retard qu'il y a eu, parce que il y a beaucoup de brouillard dans les îles Matsu, donc il y a 1 heure de retard, je suis arrivé pile au moment du coucher du soleil et je ne pouvais pas mieux espérer pour revoir un pays que j'ai adoré. J'ai eu une certaine émotion à revoir arriver comme ça. C'est beaucoup plus, c'est beaucoup plus insolite, beaucoup plus merveilleux de revoir Taïwan en effet par la mer plutôt que par un avion. En général, on ne voit rien par les hublots. Et voilà, pour moi, c'était un peu la cerise sur le gâteau. Et de retourner à Taïwan, pour les raisons que j'évoquais, c'était parce que je voulais revoir un pays pour lequel j'ai ressenti quelque chose émotionnellement. C'est vrai que j'aurais pu aller en Corée du Sud ou au Japon depuis la Chine, mais pour moi, c'était Taïwan. C'était vraiment Taïwan. Voilà. Avant de pouvoir arriver à Taïwan, vous avez effectué votre premier voyage en train en Chine. Comment vous l'avez vécu? Est-ce qu'il y a une différence à traverser tout le grand pays, de l'ouest à l'est? Alors en effet, vu que je suis rentré en Chine continentale du côté à Yining, donc en prenant le bus, parce qu'il n'y a pas de bus Kazakhstan-Chine actuellement, donc en fait j'ai pris le bus Almaty jusqu'à Yining, et de là j'ai traversé vraiment d'ouest en est tout le pays jusqu'à Fuzhou, d'où ensuite j'ai pris le ferry pour Taïwan. Et bien, ce qui m'a déjà frappé, c'est la différence d'un point de vue infrastructure. Modernité des trains, ça veut dire qu'on passe les trains ouzbeks et kazakhs qui sont très bien, mais quand on rentre en Chine continentale, il y a vraiment une autre dimension, parce qu'on voit que le réseau, déjà c'est le premier réseau à grande vitesse au monde en termes de distance. 40 000 km de mémoire, c'est 15 fois plus que la France. Donc premier mondial, évidemment. Très moderne, très rapide. D'ailleurs, pour dire à quel point c'est rapide, c'est que le dernier train que j'ai pris, donc c'était entre Xi'an et Fuzhou, 2000 km par voie ferrée, ça m'a pris que 10 heures. Ça m'a pris que 10 heures parce que le train, il est vraiment 300 km/h, voire même un peu plus. Très peu il y a beaucoup d'arrêts, mais en fait, les trains, ils sont toujours sur la voie dédiée au train rapide. Donc en fait, dès que le train quitte une gare, 5 minutes après, il est déjà à 300 km/h. Et ça, j'ai trouvé ça... moi qui adore le train, j'aimerais bien avoir la même chose en France. Ça veut dire qu'en France, 2000 km, je ne sais pas ce que ça représente. C'est peut-être, on va dire, un Paris-Séville. Paris-Séville, donc en Espagne. On n'a pas encore ça en Europe. Enfin, en plus, il faut faire des correspondances un peu périlleuses, alors que là, un même train, sur une même journée, on arrive 2000 km plus loin. Et même, il y a cette grande vitesse aussi à l'ouest, dans des régions beaucoup plus isolées, parce que pour reprendre l'itinéraire, donc, j'ai commencé le premier train à Yining, ensuite Urumqi. De là, je suis allé à Xi'an. Et pour découper le trajet en deux, je suis arrêté, alors je ne sais pas comment on prononce, c'est Shangye. Parce que je voulais m'arrêter là, déjà parce que le trajet Urumqi-Xi'an, c'est 12 heures, même à grande vitesse, c'est quand même 12 heures. Je voulais quand même voir le côté désert, et du coup, je suis arrêté en plein désert pour faire une excursion. Alors, c'est les montagnes de Dangxia et aussi le canyon de Pingshuan pour une excursion sur la journée pour voir vraiment une image de la Chine qu'on n'a pas... Enfin, moi, je suis cru dans le Colorado. C'est vraiment des paysages qu'on ne voit pas parce que la Chine, on imagine les grandes villes, etc. Mais le fil rouge du voyage, en fait, il y avait 2 fils rouges différents. C'est que je voulais suivre 2 itinéraires mythiques. Donc l'Orient Express, Paris-Istanbul, et ensuite les routes de la soie. Je voulais vraiment suivre en train l'ancienne route de la soie et de rester le plus près possible du train, parce que si j'avais eu le temps, je serais éloigné, un jour par-ci, un jour par-là. Mais là, je voulais m'en tenir au fil rouge. Et Xi'an est connu pour être, moi je l'ai fait en sens inverse, mais est connu pour être le principal point de départ des anciennes routes de la soie. Bon, il y a aussi Shanghai que j'ai pas vu, mais en tout cas, je voulais refaire en train ce que on faisait des siècles, voire des millénaires plus tôt, sans cette grande vitesse, sans cette modernité. Alors aujourd'hui, on dit mais plusieurs jours pour traverser un pays, c'est long, mais il faut s'imaginer qu'à l'époque, il fallait des mois. Donc je voulais voir à quoi ça ressemblait. Et puis aussi, maintenant, on parle beaucoup des nouvelles routes de la soie, de voir aussi
à quoi ça correspond de nos jours, les anciennes, les nouvelles routes de la soie, de voir en train ce que ça donne, à quoi ça correspond exactement. 2 mots aussi sur l'entrée en Chine, c'est que moi qui ai l'habitude de voyager, j'ai été complètement largué le premier jour. Alors d'un point de vue numérique, parce que on connaît bien, il faut payer par Alipay, tout se fait par QR code, il faut installer des applications qu'on n'a pas en France. Voilà, pour rester connecté, il faut avoir une carte SIM avec VPN intégrée. Donc c'est vrai que de ce point de vue-là, j'étais assez largué, mais finalement c'est venu petit à petit. Le fait de voyager en train, qu'est-ce qui est le plus soit contraignant, soit difficile, même pour un amoureux du train? S'il y a des obstacles ou des difficultés, ce seraient lesquels? Pour moi, les seules difficultés, pour moi, c'est les passages de frontières, puisque c'est une notion qu'on a complètement oubliée en France, parce qu'on vit... l'espace Schengen, c'est un monde sans frontières, donc on peut traverser toute l'Europe sans sortir sa carte d'identité, en tout cas en train. Et le fait d'avoir passé, alors j'ai pu calculer, mais ça doit faire 10 ou 12 pays différents, d'à chaque fois de sortir son passeport, on nous pose des questions, combien de temps vous restez, est-ce que vous êtes ici pour le tourisme, etc. Fouille des bagages, et c'est pas des choses qu'on a forcément quand on prend l'avion. Même quand on prend l'avion, je trouve que les contrôles terrestres sont beaucoup plus rigoureux, beaucoup plus stricts qu'à l'aéroport. Et ça, le train permet de se rendre compte déjà de ce que sont les frontières. Parfois, elles sont vraiment matérialisées, c'est-à-dire on voit vraiment des clôtures, ce qu'on n'a pas en Europe. Pour moi, vraiment, c'était la seule difficulté, parce que j'ai pas eu de... Bon, après, il y a la durée des trajets, évidemment, il faut aimer le train, parce que les distances dont on parle, c'est vraiment... On traverse un pays, non pas en termes d'heures, mais de jours. Donc, il faut vraiment apprécier le train. Au niveau du confort, j'avais des trains couchettes à chaque fois, pour les trains de nuit, mais il faut aimer, accepter de ne pas dormir dans un train comme on dort dans un hôtel. Sinon, non, les réservations pour les trains, c'est assez facile. En fait, il faut simplement aller sur les sites internet de chaque compagnie ferroviaire. Tout se fait en ligne. J'ai pu payer tous mes trains en ligne. Là-dessus, il n'y a pas trop de difficultés pour les voyageurs qui seraient un peu réticents, qui ne sauraient pas comment réserver ses billets de train. Tout s'est fait en ligne. J'ai même pas eu besoin d'aller à un guichet. Un véritable périple pour traverser les 2 grands continents avant d'arriver à la destination finale qu'est Taïwan, mais avec la promesse de revenir une 3e fois déjà. La première fois, c'était 2 semaines où j'ai fait le classique, entre guillemets. Donc j'ai vu un peu là où les touristes vont en général. Deuxième fois, c'était en tant que destination ultime d'un cheminement entre Paris et Taïwan. Et je pense que la 3e fois, j'essaierai vraiment de rester plus longtemps. Et l'avantage de pouvoir rester 90 jours sans visa touristique, je trouve que j'ai envie d'en profiter au maximum. Pourquoi pas rester 1 mois, 1 mois et demi. Et d'aller là où les touristes ne vont pas forcément, donc vraiment dans les terres. Beaucoup de Français installés à Taïwan qui sont expatriés. Ils m'ont beaucoup parlé des cultures aborigènes. Et j'ai cru comprendre que c'est un segment que l'Office du tourisme veut beaucoup développer, veut beaucoup mettre en avant. Et moi, par exemple, je ne savais pas du tout qu'il y avait cette culture, qu'il y avait des différents peuples. Il y en a 16 reconnus officiellement. Voilà. Et je ne m'attendais pas à voir cette diversité sur une île aussi petite que Taïwan. Il y a la barrière de la langue qui fait que je suis un peu... intimidé à l'idée d'aller à la rencontre de ces peuples. Mais je trouverai un moyen de les approcher. Mais voilà, c'est peut-être un axe que j'ai envie de creuser pour un prochain voyage, tout en explorant des régions que je n'ai pas eu le temps de visiter. Peut-être le sud, Pingtung, peut-être les îles Pescador, ou même Kinmen. Et d'aller vraiment là où vont les Taïwanais, les locaux, quand ils vont en vacances. Là où les touristes ne vont pas forcément. Taïwan est une île assez diversifiée, et c'est dommage de pas aller au-delà de Taipei. Donc j'ai envie vraiment de creuser, d'aller dans les terres au maximum. Justement, ça nous amène à la question suivante, de savoir, vivre Taïwan comme les Taïwanais ou les locaux, quelle est la place des relations humaines dans les voyages que vous faites, dans vos odyssées ferroviaires notamment? Il y a la barrière de la langue, mais
L'avantage du train, c'est que par rapport à l'avion, on fait beaucoup plus de rencontres. Et dans chaque pays que j'ai traversé, j'ai toujours discuté avec des locaux. Alors soit ils parlent anglais, soit on se débrouille toujours avec un traducteur. Mais voilà, l'avantage d'avoir pris le train, c'est de pouvoir, surtout dans les trains de nuit, parce que dans les trains de nuit, on partage en général des compartiments avec d'autres personnes. Donc on est un peu en huis clos. Donc on se sent un peu forcé, dans le sens positif, bien entendu, forcé de faire connaissance avec la personne qui va dormir au-dessus de la couchette au-dessus pendant parfois 10-15 heures. Et que ce soit en Turquie, au Kazakhstan. Surtout au Kazakhstan, ils sont très, très curieux. C'est eux qui allaient vers moi souvent. Ils m'invitaient même à partager leur petit déjeuner. Voilà, ils préparaient le thé pour moi, etc. Et je pense que ce genre de rencontres, alors c'est des rencontres éphémères. Il y en a certains, j'ai gardé contact. Il y en a, voilà, j'ai dit au revoir sur le quai à la descente. Mais c'est des rencontres qu'on n'a pas en prenant l'avion. Et dans l'avion, oui, il y a un peu plus le côté huis clos quand même qu'il y a dans le train, parce que dans le train, on peut aller à la voiture-restaurant, on peut descendre sur le quai pour se dégourdir les jambes. Et moi qui suis d'un naturel assez, je dirais pas introverti, mais assez réservé, les choses se sont faites naturellement dans le train. Et voilà, on a la garantie, en faisant un périple comme le mien, même si on fait plus court, on a la garantie de rencontrer des gens, de parler avec des gens, avec des locaux. Alors, si ce troisième voyage trotte quelque part en mode rêve ou espérance, quelque part dans la tête de Jean-Marc de Jagère, ce qui l'anime surtout, c'est aussi cette envie d'écrire, de prendre sa plume de journaliste, d'écrivain, pour proposer un récit de voyage après cette grande épopée, Odyssée ferroviaire. Ce ne sera tant pas un guide pratique de voyage, mais plutôt un récit qui fait rêver. Oui, et puis un récit personnalisé au fond, au fil des rencontres, au fil des rails, au fil des gares aussi. Des contrôles peut-être. Peut-être aussi, en effet. Il y a toujours 1001 anecdotes dans des voyages comme cela. En attendant, c'est vrai que le guide pratique de voyage, Jean-Marc de Jagère l'a déjà proposé comme co-auteur du livre « En train en Asie », 22 itinéraires sur les rails, qui ne parlent pas que de Taïwan. Il y a le Japon, la Chine, la Corée du Sud, Taïwan, le Vietnam, le Cambodge, la Thaïlande, le Laos et la Malaisie. Donc 9 pays, mais 22 destinations de rêve pour les amoureux du train. On a compris, ce guide a permis à Jean-Marc de Jagère de connaître Taïwan et de lui donner envie de revenir et puis revenir à l'avenir. Alors, on vous donne rendez-vous dès la semaine prochaine au micro de RTI pour la suite du partage de Jean-Marc de Jagère, cette fois-ci entièrement sur le train à Taïwan et son long tour ferroviaire de l'île, même les lignes côtières, les lignes aussi de montagne. Des lignes modernes, mais aussi des lignes à l'ancienne. J'ai tellement aimé Taïwan que mon porte-clés maintenant, depuis mon dernier voyage, c'est un porte-clés qui représente la forme de Taïwan, avec dedans le train d'Alishan. On va dire que j'ai toujours un bout de Taïwan qui m'accompagne tous les jours avec moi. Merci d'avoir écouté au micro de RTI en compagnie cette semaine de Jean-Marc de Jagère, journaliste pour Le Figaro Voyage. Nous le retrouverons la semaine prochaine pour son voyage au cœur de Taïwan, toujours en train, que vous pouvez du reste retrouver et suivre étape par étape sur son compte Instagram, Le Fou du Voyage. C'était Megouin et François-Xavier Boulet pour RTI.